Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette formation médicale continue, développement professionnel continu, en partance de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, autrefois connu sous le nom de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Mélanie Cahouette est pharmacienne ici à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal depuis 2010. Elle travaille présentement dans le programme des premiers épisodes psychotiques et celui des troubles psychotiques prolongés. Elle est graduée à l'Université Laval et elle participe actuellement au développement des services pharmaceutiques en externe. Elle est également impliquée dans la formation en pharmacothérapie des divers professionnels de l'hôpital. Elle est également impliquée dans l'enseignement à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, car elle est chargée des cours de communication des étudiants de deuxième année. Julie Charbonneau, graduée de l'Université de Montréal. Elle travaille à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal depuis 2010. Elle est présentement comme pharmacienne à l'unité médico-chirurgicale et à l'unité des premiers épisodes psychotiques. Elle travaille également aux troubles psychotiques prolongés avec l'équipe de la clinique Cormier-Lafontaine pour la clientèle hospitalisée. Elle participe à la formation des étudiants et des résidents en pharmacie durant leur stage et par tutorat à l'Université de Montréal. Elle participe également à la formation donc, en pharmacothérapie des divers professionnels de la santé, ainsi qu'à des étudiants en soins infirmiers ayant fait leur stage ici à l'Institut. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les deux, elles vont participer à notre enseignement en nous parlant de cette fameuse trousse Bon Trip, Bad Trip qui commence à se répandre comme une traînée de poudre un peu partout au Québec actuellement. Puis c'est heureux qu'on puisse en entendre parler maintenant ici en groupe multidisciplinaire, ici à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Dr. Lesage, pour la belle présentation. Donc, bonjour à tous. On est très contente d'être là aujourd'hui avec vous, de venir présenter dans l'hôpital, dans notre milieu. En fait, l'endroit où on a vraiment créé la trousse d'animation Bon Trip, Bad Trip. Avant que je commence à présenter, je tiens à vous dire que c'est une équipe multidisciplinaire qui a travaillé sur le projet. On est deux pharmaciennes, Julie et moi, qui avons travaillé sur le projet. Vous voyez aussi les noms de deux ergothérapeutes, Chantal Cloutier, qui est au premier épisode psychotique, Sophie Auger, qui est au trouble psychotique complexe et réfractaire. On a aussi Julie Pelletier, qui nous a aidé à élaborer la trousse. Elle est neuropsychologue dans le programme des troubles psychotiques prolongés. Donc, on a mis toutes nos expertises ensemble des différents professionnels pour produire le meilleur matériel possible, en fait. Donc, nos déclarations d'intérêt potentiel. Aujourd'hui, on a plein de choses à vous présenter. On va d'abord se mettre en bouche au niveau de la toxicomanie. On va parler d'un petit quiz. C'est Julie qui va vous poser quelques questions pour tester vos connaissances. Ensuite, on va vous parler à la programmation, comment ça s'est déroulé, la production de la trousse. On va vous présenter les différentes réalisations qu'on a faites. Principalement, on a l'activité d'affiche et le groupe de réflexion sur la consommation. On va vous parler aussi du guide post-événement qui a été élaboré et de la grille de réflexion, puis des interventions futures qu'on aimerait développer. Puis ensuite, on va vous présenter concrètement c'est quoi la fameuse troupe Bon Trip, Bad Trip. Donc, sans plus tarder, on commence avec le quiz. Bien, bonjour à tous. Donc, première question, on va faire à la main levée pour chaque énoncé. Donc, la question est la suivante. Quelle est la prévalence des troubles liés aux substances chez les personnes souffrant de schizophrénie? Qui dit 20 30-45 50 à 80 et 85 Donc, c'est un peu mitigé pour les trois derniers choix de réponse. Et la bonne réponse est 50 à 80 Donc, c'est une très grande majorité de notre clientèle qui a ce problème. Deuxième question, c'est un vrai ou un faux? Le risque de développer une dépendance aux drogues est 4 fois plus élevé chez les patients atteints de schizophrénie que la population générale. Qui dit vrai? Qui dit faux? Bon, c'est assez unanime pour le vrai, donc vous avez raison, c'est vrai. Prochaine question. Quel énoncé est faux concernant l'effet du cannabis à court terme? Qui dit augmenter la confiance en soi? L'effet cancérigène? Les hallucinations? Ou ça cause un ralentissement physique et mental? C'est assez... il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont risquées. En fait, la bonne réponse, c'est l'effet cancérigène. Tout le reste, ce sont tous vrais, en fait, ces énoncés. Il n'y en a aucun qui est faux. Sauf que l'effet cancérigène, c'est le seul qui apparaît à long terme. Tout le reste, c'est suite à une consommation de cannabis qu'on va avoir ces effets. Prochaine question.
toutes ces substances sont fréquemment consommées chez les jeunes psychotiques, sauf une, au Québec bien évidemment. On parle de laquelle? Les amphétamines, le cannabis, le crystal meth ou l'alcool. Donc, j'ai vu quelques mains qui s'étaient levés pour le crystal meth. Effectivement, c'est la bonne réponse. Où c'est le plus consommé, en fait, cette molécule-là? Est-ce que vous le savez? Saskatchewan, oui, l'Ouest canadien, les États-Unis. Nous, au Québec, il y a des méthamphétamines qui circulent, bien évidemment, mais la forme cristalline, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre chez nos jeunes présentement. Donc, prochaine question. Quelle substance est la moins susceptible de causer une psychose toxique? Qui dit l'alcool? Les amphétamines? L'héroïne? Ou le cannabis? C'est assez aussi un peu mitigé. La bonne réponse, c'est l'héroïne. L'alcool peut faire des psychoses toxiques, mais ce n'est pas suite à une consommation d'alcool, mais lors d'un sevrage alcoolique. Si on pourrait en avoir. Les amphétamines, bien évidemment, le cannabis aussi. L'héroïne, ce n'est pas réellement rapporté que ça causerait de la psychose toxique. Et voilà, donc là, vous êtes bien réchauffés. On va aller dans le vif du sujet. Donc, une petite mise en contexte à la programmation. Vous le savez tous, hein, on n'élaborera pas trop sur le sujet. La consommation, c'est un problème majeur dans l'hôpital, dans différents programmes, hein, que ce soit sur nos unités de court terme et long terme. On sait que la consommation, ce que ça fait, bien, ça peut augmenter le risque de réhospitalisation, le risque de rechute en psychose. Donc, au niveau du programme, on avait identifié un besoin qui est de traiter à la fois le problème de santé mentale et le problème de consommation, qu'on appelle maintenant trouble d'utilisation de substances. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans le DSM-5, maintenant, le terme abus de substance a été mis de côté. La traduction française, la meilleure qu'on a trouvée, c'est trouble d'utilisation de substances. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, les interventions que je vous dis du programme, on a travaillé avec le programme des premiers épisodes psychotiques dans le sous-comité de programme. Ça a été une des cibles de travailler vraiment la consommation de drogue. On a aussi établi la cible avec le comité de programme des troubles psychotiques complexes réfractaires. Donc, les interventions que je vous présente aujourd'hui, ça a été fait conjointement vraiment avec les deux programmes. Première chose qui a été faite, on a consulté les usagers. Donc, pour consulter les usagers, on a fait des focus group avec les patients. Puis on a consulté pas juste les gens qui sont hospitalisés au court terme, mais des gens aussi qui sont au long terme dans les unités de réadaptation. Puis on a consulté nos ressources spécialisées que vous connaissez bien. On a consulté Portage, Delors-Cormier, puis Cormier-Lafontaine, qui ont maintenant des lits ici au 408. On a vérifié avec eux qu'est-ce qu'ils faisaient comme intervention, c'était quoi leur intervention de groupe, par exemple, qui était développée. Donc, si on parle des besoins des usagers, qu'est-ce qui est ressorti des focus group? Ce que les gens nous disaient, c'est qu'ils s'ennuyaient. Donc, ils ne savaient pas quoi faire, ils n'avaient pas d'activité non plus de substitution autre que la drogue, donc ils consommaient pour se désennuyer. Ça, c'est une chose importante à retenir. Les gens voulaient aussi en savoir un peu plus sur ce que la drogue va faire sur leur santé mentale, donc comprendre vraiment l'impact de la drogue. Mais pas juste comprendre l'impact, mais les interactions aussi que la drogue peut avoir avec leurs médicaments. Puis, ce qui ressortait beaucoup, c'est que les gens voulaient parler de leur consommation, mais ils ne voulaient pas être jugés. Ils étaient tannés un petit peu de se faire dire consommer, c'est pas bien, c'est mal. Ça, ils savent que c'est pas bien, mais ils voulaient plus en discuter ouvertement de leur consommation de drogue. Donc, ce qui est ressorti comme idée, c'est d'avoir un espace pour discuter de la consommation, mais pour réfléchir. Donc, un espace de réflexion sur la consommation. Puis, un autre problème qui est ressorti, c'est que les gens avaient de la difficulté à dire non. Si quelqu'un leur offrait de la drogue, ils n'étaient pas capables de refuser. Il n'y avait pas les habiletés, on pourrait dire, pour refuser. Donc, au niveau du programme intégré qu'on a voulu développer, c'était quoi nos objectifs? Bien, c'était de sensibiliser à l'impact que la consommation de drogue peut avoir, de restaurer l'espoir aussi, de dire que c'est vrai que c'est pas facile d'arrêter de consommer, mais que c'est possible de le faire, de rester positif dans tout ça. Puis, de susciter un engagement dans une thérapie. Par exemple, on a certains gens qui ont participé au groupe que par la suite, ils sont impliqués dans des thérapies, comme qui sont allés à Portage ou à Hartford, par exemple. Donc, ça, c'est les objectifs qu'on s'est fixés dans notre programme. Qu'est-ce qui a été réalisé? La principale réalisation, c'est la trousse Bon Trip, Bad Trip. Ça, on va vous la présenter au complet à la fin de la présentation. Ce que ça contient, c'est l'atelier d'affiches que je vais vous décrire tout de suite après et le groupe de réflexion sur la consommation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet SOB qui est dans l'hôpital. Il y a plusieurs personnes qui ont collaboré à ce projet. L'objectif, en fait, du projet SOB, c'est d'évaluer si l'activité physique peut être utilisée comme substitution à l'alcool et aux drogues chez les personnes atteintes de schizophrénie.
Donc, l'étude, en gros, ce qui était réalisé, c'était des activités physiques de groupe. Donc, par exemple, les gens jouaient au soccer en équipe. Puis, c'était aussi combiné à des entrevues motivationnelles 3 fois par semaine. Je ne suis pas impliquée dans ce projet-là, mais je pense que c'est pas mal sur la fin. Donc, j'ai hâte qu'on voit les résultats de cette étude super intéressante qui a été faite dans l'hôpital. Puis, on va aussi vous présenter le guide post-événement et la grille de réflexion qui ont été réalisés. Donc, l'activité d'affiche. L'activité d'affiche, pourquoi on a d'abord décidé de la faire, cette activité-là? Quand on a fait les focus group, les gens nous disaient « on veut parler de la consommation de drogue, mais on ne veut pas être jugé, on veut une approche qui est non confrontante ». Donc, l'idée est venue de faire des créations artistiques, de faire des images qui parlent de la drogue avec différents slogans. Je vais vous les présenter tout de suite après les affiches. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé solliciter un usager, un ex-consommateur de drogue qui avait un très, très beau talent artistique. Puis on lui a demandé de faire des affiches. Donc, il a très bien collaboré, puis il a fait 6 affiches sur les drogues. Les affiches, vous allez voir, sont très humoristiques, puis c'est des slogans là, qui laissent à réfléchir, en fait, sur la consommation de drogue. Donc, le but de l'activité d'affiche, qu'est-ce que c'est? C'est de susciter la réflexion sur la consommation de drogue, de discuter autour de l'affiche, puis ça permet aussi d'élaborer un projet de création. Je vous explique plus concrètement ce que c'est l'activité d'affiche. Vous l'avez vu probablement sur différentes unités. L'activité, maintenant, est instaurée dans plusieurs unités de l'hôpital. Les affiches, on les a au 404, au 508, ça vient de commencer. 308 et 504 aussi, si je ne me trompe pas, il y a des affiches qui sont là. Donc, il y a une grosse affiche en gros format qui est mise sur l'unité dans le corridor. Vous les avez peut-être remarquées. Puis, elles sont là pendant 2 semaines. Puis, après 2 semaines, il y a 2 animateurs qui vont faire une séance de groupe, puis qui vont discuter autour de cette affiche-là. Donc, la première demi-heure, on pourrait dire, on va discuter de ce qu'on a pensé de l'affiche et des slogans qui ont été cités. Puis après ça, on fait une activité de création de projets artistiques. Donc, il y a des gens qui ont créé d'autres dessins. Je vais vous les montrer tout de suite après. Vous allez voir, c'est super intéressant ce que les gens ont créé. Ce qui parle aussi de la consommation de drogue, il y a des gens qui ont utilisé des revues, qui ont fait du découpage aussi là, pour faire des très beaux montages. Puis après ça, on fait un retour sur l'activité. Donc, l'activité, en fait, à chaque 2 semaines, il y a une affiche qui est mise, ce qui veut dire qu'on a 6 affiches, donc l'activité peut s'étendre sur 12 semaines. Ici, dans l'hôpital, on a différentes personnes qui ont participé. Les gens se sont beaucoup impliqués. Et différents professionnels aussi, je vous dirais. On a des infirmiers qui sont impliqués pour faire l'animation, des ergothérapeutes, on a des psychologues, des travailleurs sociaux aussi. Probablement que j'en oublie d'autres. Donc, tous les professionnels ont mis du sien pour développer cette activité-là. Donc là, vous vous demandez probablement qu'est-ce que c'est ces fameuses affiches. La première que je vous montre ici, ne te laisse pas rattraper par la drogue. Donc, voyez-vous, ici, on a le bonhomme qui court, puis on a la drogue qui est en arrière de lui. On a une bouteille d'alcool, on ne sait pas c'est quoi qui est à l'intérieur. On a du cannabis, puis on a une pilule E. Est-ce que c'est de l'ecstasy? Est-ce que c'est autre chose? Ça, on ne peut pas dire. Ici, ça en est une autre. Puis, vous pouvez regarder, juste à votre droite, on en a une ici, le format réel, en fait. Celle-là, elle s'intitule « La drogue aggrave ton cas », pardon. Si vous êtes capable de voir à l'intérieur du cerveau de la personne, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent. On a des champignons, on a des points d'interrogation, donc on voit que la personne, elle semble être mêlée avec la consommation de drogue. Je vais passer à la prochaine affiche. Difficile de sortir de l'enfer de la drogue. Vous pourrez venir les voir, là, pour ceux qui sont à l'arrière, qui sont un petit peu plus loin. On voit un peu un démon qui représente l'enfer de la drogue, voyez-vous? Ici, c'est le démon. Le rouge ne sort pas très bien, mais normalement, c'est plus rouge que ça. Puis, on a la personne ici qui ne sait pas trop quoi faire, là, qui se sent prise avec la consommation de drogue. Donc, l'activité d'affiche, elle a eu une grande popularité ici dans l'hôpital. Pour les gens qui sont intéressés à l'instaurer, c'est quand même assez simple à faire. Puis, on pourra vous montrer tout à l'heure, on a tous les outils nécessaires pour faire l'animation des séances des affiches. Maintenant, Julie va vous présenter le groupe de réflexion sur la consommation. C'est le gros morceau de notre travail. Donc, en fait, le but, je ne sais pas si vous vous souvenez des besoins des usagers, ils voulaient apprendre à dire non, ils voulaient avoir un endroit pour discuter, avoir beaucoup plus d'informations sur les médicaments, sur la santé mentale et les drogues. Donc, nous, notre but de ce groupe-là, c'était regrouper tous ces besoins d'usagers pour faire des séances. La clientèle cible, on vise la clientèle hospitalisée et en externe. Généralement, on aime bien aussi les mélanger dans le groupe. Ça amène une certaine dynamique qui peut être intéressant. Puis on vise 8 personnes. Pourquoi 8?
Bien, en haut de 8, des fois, on se retrouve qu'il y a toujours des gens qui réussissent à s'en sortir sans réellement discuter ou parler. Puis en bas de 8, on perd des fois l'esprit de groupe. Fait que je trouvais que. Puis 8, bien, c'est un chiffre pair. Pour faire des équipes, c'est le fun. Pour faire des discussions, c'est intéressant aussi. On parle aussi d'une maladie psychiatrique stabilisée. On ne demande pas nécessairement une rémission complète, mais c'est quelqu'un qui va être capable de discuter, qui va être capable de tolérer une situation de groupe et qui va être capable d'entendre aussi des situations, des opinions différentes de la sienne. Donc, quelqu'un qui est complètement en délire, qui est complètement encore en paranoïa, c'est très difficile de s'impliquer dans le présent. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de critères d'inclusion ou d'exclusion. Donc, c'est assez ouvert. Des fois, il y a les gens qui nous disent « j'aime pas parler ». On ne vous demande pas de parler. On vous demande juste « est-ce que vous êtes capable de tolérer une situation de groupe ?» Oui, bien, c'est parfait, vous pouvez être inclus. Puis, généralement, avec le groupe, comme on est 8, bien, les gens, des fois, ils se dégênent et tranquillement, ils parlent. Donc, ça contient 4 modules. Le premier module, c'est le module motivationnel. Donc, on travaille vraiment à la portion motivation. Le deuxième module, c'est la psychoéducation. On leur donne des informations et c'est les pharmaciens et la neuropsychologue, c'est notre module à nous. Mais n'importe qui peut l'animer, bien évidemment, mais quand nous, on l'avait créé, c'était les pharmaciens et un neuropsychologue. Le troisième module, c'est les habiletés sociales. Un des besoins des usagers, c'était apprendre à dire non. Donc, on va vous aider à bien vous affirmer. Et le quatrième module, c'est les activités de substitution. Donc, comment on pourrait s'occuper autrement que consommer de la drogue. On a 18 à 20 séances de 90 minutes, 2 fois semaine. Vous pouvez trouver ça très long, 90 minutes, mais en fait, on s'est adapté aux besoins des usagers. Initialement, on avait mis 60 minutes, mais on avait vite réalisé que ce n'était pas suffisant, qu'ils avaient beaucoup de questions et qu'ils voulaient rester. Donc, officiellement, on était à 60 minutes, mais officieusement, nos séances duraient toujours 90 minutes. Fait que maintenant, on a rendu ça officiel, on met 90 minutes avec une pause au milieu. Généralement une pause cigarette, parce que nos usagers consomment presque tous le tabac. Et ils ne quittent pas. Nous, des fois, on avait des crayons, on dit 45 minutes, ils vont prendre une cigarette, puis après ça, ils vont quitter. Mais non, ils reviennent pour finir la séance, puis ils reviennent à chaque semaine. Donc, on a quand même un bon niveau de rétention. Il y a une règle de confidentialité qui est propre au groupe. Donc, on voulait avoir un espace pour discuter. Donc, qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur du groupe reste au groupe. Donc, nous, on ne rapporte pas sur les unités. Et ceux qui sont les patients entre eux, bien, les participants ne doivent pas aussi se rapporter non plus à l'unité. Donc, ils ne doivent pas dire « ah, cette personne-là a consommé et tout ». Donc, c'est la confidentialité. On n'a pas vraiment de conflit d'intérêt parce qu'on n'est pas réellement les intervenants traitants, pivots. On est souvent plus en consultation dans les équipes. Donc, nous, de ce niveau-là, on est correct. Puis, généralement, on est aussi 2 intervenants. C'est le fun. Il y en a un qui fait plus le contenant et l'autre essaie de maintenir la situation de groupe adéquate. Et on peut inverser les rôles durant la présentation. Donc, le premier module, le module motivationnel, vous voyez en arrière la thématique du module. Vous avez quelqu'un qui ne sait pas trop quoi choisir entre les effets indésirables ou le plaisir qui est associé à consommer. Le but, on veut identifier les motifs de la consommation et on veut travailler la balance décisionnelle. Donc, c'est quoi les pertes d'arrêter de consommer? C'est quoi les gains d'arrêter de consommer? C'est quoi les pertes de continuer à consommer? Et c'est quoi les gains de continuer à consommer? Il y a 4 séances et les activités comprennent des illustrations, des vidéos, des publicités. Donc, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voici un exemple d'un questionnaire qu'on leur propose. Donc, c'est un exercice à domicile qu'ils font avant d'aller à la séance. Et ils doivent répondre par oui ou par non. Donc, par exemple, un des énoncés, c'est « je cruise plus facilement après avoir consommé de l'alcool ou des drogues ». Est-ce que pour eux, c'est oui ou c'est non? J'arrive facilement à me concentrer lorsque j'ai consommé de l'alcool ou des drogues. Donc, puis, durant la séance, on revient sur ces questions pour amener une discussion. Il y a aussi une photo de la situation. Quoi de mieux que mettre par papier ce qu'on pense? C'est comme faire un budget, en fait. Quand on va au restaurant, on sait qu'on met un tel montant, mais c'est toujours approximatif. Mais qu'on écrit sur papier, qu'on met réellement ce montant-ci, des fois, ça frappe un peu plus, ça les porte à faire réfléchir. Donc, on leur demande la même chose, mais au niveau de la consommation. Donc, j'ai consommé combien de jours? Ils ont pensé à cesser de consommer combien de jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils se sont sentis? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Est-ce qu'il y a eu des changements dans les relations? Donc, c'est vraiment prendre une photo. Et on leur montre aussi un extrait vidéo. Donc, vous allez avoir la gracieuseté d'entendre un petit extrait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer que plus je fumais, moins j'étais bien.
si je fumais à fond le week-end, toute la semaine j'étais un peu bluesé, puis j'attendais le week-end prochain pour refumer, quoi. Donc j'avais plus de motif, tout le temps un peu déprimé, c'était pas... Et puis on peut pas concevoir un avenir avec une copine en fumant, parce que de toute façon on est tout le temps défoncé, avec le budget on peut pas économiser de l'argent pour l'avenir, et avec la copine, moralement et tout ça c'est pas possible, quand même dans les rapports sexuels ou dans les rapports amicaux ou quoi ce qu'on veut, l'amour, tout ça, ça enlève les sentiments, puis ça l'est pas du tout, c'est pas compatible, quoi, du tout. Je me suis rendu compte aussi que ça dégradait dans ma vie, avec la famille, avec mes vrais amis. Et puis ça dégradait au niveau corporel aussi, physiquement je dégradais aussi. Et c'est avec tout ça que je me suis rendu compte que finalement ça avait un effet négatif à long terme. Le soir, quand je rentrais, même quand je fumais, si j'avais pas mon spliff pour la fin de la journée, j'avais les nerfs, quoi. Je retournais Genève en entier pour pouvoir trouver quelque chose pour me décontracter, quoi. Ouais, j'arrivais pas à lâcher prise, en fait, à me dire c'est bon, le travail est fini si j'avais pas ça. Donc pour moi, en tout cas, j'avais une certaine dépendance à ça, quoi. Une dépendance, oui, sacrée. Maintenant, ce qu'on dit que il n'y a pas de dépendance au cannabis, ça, je trouve que c'est faux. C'est très faux. En étant consommateur, je le dis haut et fort, en tout cas, c'est faux. C'était super comme teuf, t'as remarqué, rien qu'après un an de pratique. Dis-moi juste combien de bad trip pour ton poteau, t'as l'air d'un gars bien. On peut dire que je suis devenu dépendant psychiquement, peut-être pas physiquement. Physiquement, je sais pas s'il y a vraiment une dépendance. Donc, peut-être pour le fait que j'arrivais plus à dormir sans, mais c'est surtout psychologique. Il y a tous les potes qui fument, j'écoute que de la musique encore maintenant qui est pas mal tournée vers la fumette. Enfin, la plupart des musiciens fument, quoi. Quand on est jeune, on aime la musique, puis non. On va arrêter ça là. La vidéo, il dure quand même, il y a plusieurs chapitres, ça dure longtemps. Donc, savez-vous d'où ça vient? Suisse, c'est bien, vous avez sans doute entendu le Genève qui vous a donné l'indice pour trouver où ça vient. C'est 5 personnes qu'au moment de faire le vidéo, bien évidemment, avaient cessé de consommer du cannabis et c'était la seule substance qu'ils consommaient. Il y a 4 gars et une fille et qui témoignent un peu de leur expérience, de quand ils ont utilisé, quand ils ont cessé, qu'est-ce qui s'est produit. Et ça a été très généreux de la part des auteurs de ces vidéos. Ils nous ont donné les droits d'auteur, comme ça on peut le publiciser et le distribuer. C'est généreux parce que ça coûte très cher faire ce genre de matériel. Puis, c'est une vidéo qu'on utilise lors de des séances. Et ça revient aussi dans d'autres modules aussi, d'autres chapitres. Donc, le module 2, le module psychoéducatif, c'est celui sur lequel on a le plus participé. Donc, en fait, notre but, c'était de donner beaucoup d'informations, de prendre conscience des effets de la drogue sur le cerveau, de prendre aussi conscience de quand on dit que prendre des médicaments et de la drogue, c'est pas une bonne idée. On leur explique pourquoi. On leur donne aussi des trucs pour quand ils ont en consommé, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Comprendre aussi les interactions avec la maladie puis les drogues. Parce qu'on dit, des fois, on leur dit que c'est pas bon pour eux, mais ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Puis aussi, ils voulaient, ça c'était leur demande à eux, ils voulaient avoir beaucoup d'informations sur les mécanismes d'action et des photos d'images de cerveau. Donc, on a répondu à leurs besoins le mieux qu'on peut. Et vous voyez l'image thématique encore une fois. On a le dealer dans l'ombre et on a la pharmacie. Et vous voyez que notre personnage principal ne sait pas trop est-ce que je vais voir le dealer ou est-ce que je vais à la pharmacie. Fait que ça montre aussi le côté l'ambivalence. Donc, les activités, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend un quiz interactif. On présente des diapositives parce qu'on donne l'information, c'est difficile de faire autrement. On va aussi présenter beaucoup d'animations, on va montrer des images, on va aussi leur proposer des questionnaires, justement pour briser un peu la monotonie de faire un cours magistral. On n'est pas là pour faire office de professeur, mais vraiment une discussion. Puis, ça va durer 4 séances. Et petite anecdote intéressante, au début, on n'avait pas 4 séances, on en avait juste une, puis c'était seulement le quiz. Mais, puis dans le quiz, on leur donnait bien évidemment des informations, mais ce n'était pas suffisant, ils en voulaient plus. Fait qu'on en a monté une deuxième. Après 2 séances, ce n'était pas encore suffisant, il y avait encore plus de questions, on en a monté une troisième. Après 3 séances, il y avait encore beaucoup d'informations, des questions. On en a monté une 4e. Je pense qu'avec 4, on est capable de couvrir tout le sujet d'une façon adéquate. Donc, voici un exemple du quiz. Donc, je vais vous poser la question, vous me direz votre réponse. Quel est l'impact de la consommation de cannabis, d'alcool ou d'autres drogues sur les antipsychotiques? Est-ce que A, ça augmente le risque de psychose,
B, ça augmente les effets indésirables. C, ça crée une interaction médicamenteuse ou toutes ces réponses. Bon, c'est bon, j'ai entendu la timidité un peu, mais vous avez la bonne réponse. C'était toutes ces réponses. Mais on ne leur fait pas juste présenter le quiz puis donner la réponse, ça serait beaucoup trop facile. On prend aussi cette occasion-là pour leur donner des informations courtes, mais tout à fait pertinentes. Donc, qu'est-ce que ça fait le risque quand on consomme, c'est d'oublier les médicaments, qu'il y a une interaction aussi avec certains médicaments, puis c'est important d'en parler. Et pourquoi on avait fait un quiz? C'est justement, on arrive avec nos grands chevaux, si vous me permettez l'expression. On est des pharmaciens, on va leur donner des infos. Des fois, ils peuvent être un peu gênés, on pourrait un peu les brusquer. Donc, un quiz, c'est une façon d'entrer dans le sujet d'une façon tout à fait décontractée, il n'y a aucune obligation de leur part, et ça fonctionne. On utilise aussi ce quiz-là d'une façon séparée. Donc, au 404, on l'a déjà utilisé juste pour la clientèle. On n'avait pas d'autres séances qui étaient associées. Puis ça fonctionne, ça permet de donner des informations. Puis, on l'utilisait juste dans des périodes un peu critiques avant de consommer, comme avant les fêtes. Puis qu'on allait sur les étages et on présentait le quiz. Puis ça va chercher vraiment notre clientèle. Je vais toujours me souvenir d'un participant qui a été obligé par son infirmière d'assister au quiz. Et c'était il ne voulait pas être là. Et il nous le faisait sentir. Il s'était mis dans le fond complètement, les deux bras croisés comme ça, la tête baissée, puis il attendait que le temps passe. Mais les autres participaient au quiz. Et après peut-être la 8e question, il était rendu le premier en avant. Et il voulait répondre parce qu'il ne voulait pas passer pour celui qui ne savait pas les drogues. Donc, je me suis dit que si on a réussi à récupérer ce genre de client, je crois qu'on est capable de récupérer pas mal tout le monde. Donc, on leur montre aussi des images, des mécanismes. On leur présente le système de récompense. On leur dit qu'on en a tous un dans le cerveau naturellement et que le sport est une façon de le stimuler. Vous avez aussi les besoins primaires ou la sexualité, par exemple. Et ça nous donne un bien-être. Tu sais, qu'on leur dit on se sent bien qu'on a fait beaucoup de sport, mais c'est à cause du système de récompense. Sans lui, on n'aurait pas ce plaisir. Et on leur montre aussi ensuite qu'est-ce que la drogue fait. Mais ça bloque ce système de récompense-là. Il n'y en a plus. On va directement au centre du plaisir. Donc, après ça, quand on fait du sport, on mange, on a une certaine sexualité. Des fois, c'est beaucoup moins intéressant parce que la décharge au niveau du centre du plaisir est beaucoup moindre. Puis, au début, on pensait que c'était trop compliqué pour eux, mais on a vite réalisé que c'est ça qu'ils voulaient entendre, c'est ça qu'ils voulaient savoir, puis ils comprennent. On utilise quand même des mots simples, mais ils comprennent très bien, puis ils s'en souviennent. Des fois, quelques séances plus tard, ils nous reviennent avec le système de récompense, combien il y a de composés chimiques dans le cannabis. Ils se souviennent que le chiffre magique, c'est 460. Donc, il y a un certain niveau de rétention de toutes les informations qu'on leur donne. On leur présente aussi des mécanismes d'action. Ça semble assez compliqué, mais comme je vous dis, on met ça simple. GABA, on appelle ça un frein. Donc, quand on a un frein, ça bloque. Quand on enlève le frein, c'est la décharge totale. Donc, c'est quand même très simple. Puis, ils comprennent. Puis, c'est aussi, ça va les chercher. Des fois, les gens sont un peu sur la table, un peu évachés sur la table. Puis, on montre ce genre de mécanisme d'action-là. On est capable de les réveiller, puis de continuer, de retrouver leur intérêt. Puis, c'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils voulaient, en fait. Vous connaissez le cerveau à tous les niveaux? Le site Internet, ça vient de McGill. Vous tapez dans Google le cerveau à tous les niveaux et vous retrouvez le lien. C'est très, très bien fait. Il y a une section sur la toxicomanie. On a communiqué avec les auteurs parce qu'on voulait avoir les animations. Ils nous les ont gracieusement données aussi. Donc, vous pouvez les retrouver gracieusement sur Internet, mais nous, on les a. Puis on l'a mis dans notre kit pour que ça soit plus simple et plus facile d'accès. Puis, on a mis les drogues les plus souvent consommées. Donc, vous avez la cocaïne, les amphétamines, la nicotine, la caféine, le cannabis, l'alcool. Puis, je pense que j'en ai pas oublié. Puis, on a aussi montré des images. C'est ça qu'ils voulaient. Donc, on leur montre un cerveau alcoolique. Qu'est-ce que ça fait? Donc, on leur montre que, oui, ça a un impact sur le cerveau. Les ventricules, donc, des parties du cerveau, en fait, sont soit agrandis ou ils sont différents de quelqu'un qui n'a jamais consommé. Ça les marque, ça les frappe. On leur montre aussi des images de cocaïne, l'activité du cerveau après quand on consomme de la cocaïne. Pour quelqu'un qui n'en a jamais consommé, qu'est-ce que ça fait aussi. Puis ils trouvent ça très, très pertinent. Pour eux, ils voulaient avoir des informations qu'on pouvait amener chez eux pour avoir un papier ressources. Donc, on a construit pour eux un tableau sur les impacts des drogues.
Notre but de tout ça, ça n'a jamais été de diaboliser la drogue, mais toujours de parler du côté positif et négatif en même temps. Donc, vous voyez dans notre tableau, on a mis effets recherchés et effets indésirables, mais on a travaillé aussi le côté un peu intellect. On a mis quand même un peu moins d'effets recherchés que d'effets indésirables pour quand même aider la balance. Mais on en a quand même parlé. Là aussi, on couvre toutes les drogues qui sont régulièrement consommées pour notre clientèle. Donc, le troisième module, c'est le module habileté sociale. Qu'est-ce qu'on veut? Mais on veut les améliorer à s'affirmer dans des situations qui sont à risque de consommer, puis mettre en pratique des stratégies pour refuser ou s'affirmer, puis favoriser l'autocritique. Quoi que mieux que se filmer puis se regarder. Donc, on prend une caméra. Maintenant, on peut filmer avec n'importe quoi, iPod, iPad, iPhone, ordinateur, caméra standard. Et après ça, on se regarde. Ça dure 5 séances. À partir de ce niveau-là, le groupe devient fermé. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Se faire filmer, puis on est nouveau dans un groupe, des fois on est un peu plus gêné, on est un peu moins à l'aise. Donc, pour éviter ça, le module 1, module 2, les gens peuvent intégrer le groupe. À partir du module 3, c'est terminé, c'est fermé. Puis, on leur donne aussi des situations sociales qui sont à risque élevé de consommation. On peut les aider. Donc, par exemple, lors d'un party, par exemple, on pourrait consommer. Mais sinon, les autres situations sociales, c'est eux qui peuvent les décider. Ils rencontrent l'ergothérapeute souvent avant de commencer pour identifier eux-mêmes des propres situations à risque pour travailler. Puis on va travailler. Parce que dans une situation à risque où tu ne consommes pas, c'est facile de dire non. Une situation où on va être porté à consommer, c'est beaucoup plus difficile. On leur met aussi un tableau dans leur guide pour leur donner un peu des conseils puis des trucs. Donc, on va parler du débit verbal, du contact visuel, la posture, les gestes qu'on peut faire. Donc, puis leur dire si c'est adéquat, puis quand c'est inadéquat. Puis des fois, il y a des choses qui pourraient sembler être inadéquates, mais dans certaines situations, ils sont tout à fait adéquates. Donc, on voit ça avec eux, puis on discute. Et le quatrième module, c'est le module 4, les activités de substitution. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le besoin des usagers, mais ils s'ennuyaient, ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc, on va les aider. Donc, on veut qu'ils prennent conscience de leur horaire de temps. Parce que c'est pas vrai qu'on veut consommer 24 heures dans notre journée. Il y a toujours des périodes beaucoup plus à risque dans notre journée. Il y a des périodes où on est plus porté à s'ennuyer. Donc, on va les identifier avec eux. On va aussi les aider à identifier c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi leurs activités, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, puis adopter des stratégies d'adaptation. Pour ça, on va faire un horaire occupationnel. On va avoir avec eux leur liste d'intérêts, puis monter une carte de prévention. Et tout ça dure encore 5 séances. Voici un exemple de grille d'intérêt. Je pense qu'on n'a rien oublié. On a mis le ménage, le curling puis le bowling, Internet. Donc, c'est assez complet. On peut toujours en oublier, donc on a mis des cases autres. Puis, on leur propose d'écrire passé ou présent, parce qu'il y a des choses qu'on faisait dans le passé qu'on ne fait plus aujourd'hui, et l'inverse. Et on va voir aussi avec eux, est-ce que c'est un moment de plaisir ou c'est plus de la détente? On leur demande aussi avec qui tu parles, donc les stratégies d'adaptation, à qui on pourrait se référer, que je fais maintenant, et à qui je pourrais me référer pour le futur. Donc, pour plusieurs situations, lorsque je m'angoisse, lorsque je me sens stressée, lorsque je suis malade. Donc, voir avec eux un peu c'est quoi leur environnement, leur côté social. Et ensuite, on monte une carte de prévention d'un format qu'on peut mettre dans un portefeuille. Parce que cette carte-là de prévention, si elle reste chez soi, c'est pas bien utile dans les moments où c'est important de l'avoir. Donc, dans un portefeuille, on l'a toujours avec nous, presque tout le temps. On met la situation à risque, les stratégies d'adaptation qu'on a trouvées, puis la personne de ressources avec qui on pourrait communiquer. Puis c'est dans le portefeuille, il y a un problème, on pourrait toujours sortir cette carte-là et s'y référer aux besoins. Il y a des activités complémentaires à notre groupe. On a un témoignage d'un père aidant. Qui de mieux que quelqu'un qui a passé par là pour témoigner de son expérience? Généralement, c'est entre le module 1 et le module 2. On leur montre aussi qu'est-ce qui se fait à l'Institut. Oui, il y a des activités de substitution qu'on peut faire. Puis, voici lesquelles qui sont proposées. Il y a la librairie, par exemple, il y a la marche, il y a la bibliothèque. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire durant notre séjour à l'hôpital, qu'on leur présente. Puis, initialement, nous, on avait un groupe de réflexion. Notre but, c'était pas qu'ils cessent de consommer à la fin de notre groupe, mais d'avoir semé une graine pour les amener un peu plus loin. Donc, on va leur présenter des organismes qui ont des services de toxicomanie qui visent davantage l'arrêt ou une réduction des méfaits. Donc, le bilan, on l'a fait depuis
déjà quelques années. Donc, notre bilan. Mais du côté des participants, ils trouvent qu'on peut parler plus librement et prendre connaissance de l'expérience des autres participants. Donc, l'esprit de groupe, on a réussi à faire un esprit de groupe. Ils trouvent qu'il y a un climat de confiance et de respect. Ils ont une prise de conscience de qu'est-ce qui les motive à consommer. Ils ont plus de confiance en soi parce qu'ils se sont vus être filmés, ils ont vu le résultat de comment ils s'expriment, puis aussi beaucoup plus d'informations. Puis ils ont beaucoup apprécié d'avoir beaucoup d'informations sur les drogues, le mécanisme d'action, comment c'est fabriqué. Puis, du côté des intervenants, on trouve qu'il y a quand même une bonne participation. Si vous vous souvenez, c'est entre 18 et 20 séances de 90 minutes 2 fois semaine. Donc, on trouve qu'ils reviennent nous voir, qui font leurs exercices à domicile, donc qui répondent aux questions. C'est super le fun. Puis qu'est-ce qu'on a aussi aidé? On les a aidés. On leur a offert à la fin des séances de faire les exercices à domicile de la prochaine séance. Puis pour ceux qui ne voulaient pas le faire, l'amener chez eux. Ils n'oubliaient pas la feuille quand ils revenaient. Donc, on était très satisfaits. Il y a beaucoup de place à l'humour et à la confidence. On a remarqué lors des jeux de rôle que des fois, il a difficulté à identifier les situations sociales à risque. Et quand c'est fait, des fois, c'est pas toujours convaincant. Puis je me souviens d'une anecdote qu'une ergo m'avait racontée où il y avait une personne qui faisait le dealer et l'autre devait refuser la drogue. Et la personne qui a refusé la drogue a répondu au dealer « Pourquoi tu ne me dis pas ça à la place? Là, je vais te dire oui. » Mais c'était pas réellement le but du module 3, mais c'était sympathique à entendre. Les intervenants, on ne fait pas partie de l'équipe directe, on est plus en consultant. Puis, on trouve qu'il y a quand même une intégration des informations qu'on leur a données. À long terme, après plusieurs mois, l'année, je ne le sais pas, mais souvent au cours des séances, on voyait qu'il y avait une bonne intégration des informations. Et nos observations de façon générale, on trouve qu'il y a quand même une meilleure adhésion au suivi, qu'il y a plus d'implication dans les activités de groupe, puis on voit qu'il y a peut-être un meilleur engagement dans un processus de diminution d'arrêt de consommer, soit par portage, off-road ou dollar cormier. Et sur notre unité, donc je vous parle de l'unité plus du 404, c'est dans l'unité sur laquelle on travaille majoritairement, on trouve qu'il y a plus d'ouverture à parler de la drogue, puis souvent, des fois, cette clientèle-là réussit à faire mieux le lien entre « je consomme » et mes symptômes. C'est quand même une bonne amélioration qui s'est produite. Donc, maintenant, je vais vous présenter l'impact du groupe sur les consommateurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un étudiant à l'automne qui est venu, puis il a fait des entrevues avec des anciens participants du groupe. Évidemment, on n'a pas réussi à rejoindre tout le monde. On a réussi à rencontrer à peu près 15 personnes qui nous ont parlé de comment ça s'est passé dans le groupe, puis de leur état actuel de leur consommation. Donc, pour les gens qui ont participé, au niveau de la consommation de drogue, ici, c'est un petit peu foncé les pourcentages. Il y avait 60% des gens qui ont participé qui consommaient du cannabis. C'est pas mal ce qu'on voit aussi dans notre clientèle chez nous. Au niveau de la consommation d'alcool, à peu près 10%. Pour ce qui est de la consommation des amphétamines, à peu près 30%. Donc moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à un portrait global de ce qu'on voit chez notre clientèle ici. On avait des gens qui avaient déjà pris de la cocaïne et des gens qui avaient déjà pris de l'ecstasy aussi. Post-groupe. Comme on vous disait, le groupe, c'est pas un objectif d'arrêter de consommer. Ça n'a jamais été le but du groupe. C'est plus de sensibiliser à la consommation de drogue. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a à peu près 50% des gens en rouge que c'est soit resté pareil ou que ça a augmenté. Puis, on a l'autre moitié. On a un 30% de gens qui ont cessé complètement leur consommation. Puis, on a 20% qui ont diminué leur consommation de drogue. Donc, c'est quand même intéressant, mais c'est sûr que c'est des données préliminaires que je vous présente ici. Donc, en gros, on peut dire qu'il y aurait 50% des gens qui auraient quand même, que ça aurait peut-être eu un impact sur leur consommation de drogue. C'est sûr que c'est pas juste cette intervention-là qui a peut-être aidé, c'est un ensemble d'interventions qui peut favoriser l'arrêt de la consommation de drogue. Maintenant, on a questionné les participants, quelques commentaires qu'on trouvait intéressants à vous partager. Ce que des gens nous ont dit, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de parler de ma consommation librement, de m'ouvrir un peu plus puis de ne pas me sentir jugée. Ça, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit ça. Une autre personne nous a dit, ça a été une étape de plus dans ma vie qui m'a permis d'arrêter de consommer.
Une autre personne nous a dit « ça m'a encouragé à arrêter. C'était une des tentatives que j'ai dû faire pour arriver à arrêter de consommer un jour. » Donc, on voit que c'est une des étapes de plus qui a permis à la personne d'arrêter de consommer. Une autre personne nous a dit « ça m'a donné plus de motivation pour ne plus consommer. Ça m'a plus convaincu que c'est bon d'arrêter. » Donc, ça, c'est peut-être certaines informations qui ont été dites dans le module 2 sur l'impact des drogues. On peut peut-être penser que ça a eu un impact pour cette personne-là en particulier. Puis sinon, nous autres, des autres commentaires des gens, je me souviens d'un participant qui avait été marqué quand on lui avait présenté le mécanisme d'action des drogues. On lui avait parlé du cannabis, que ça pouvait augmenter la quantité de dopamine qui est libérée dans le cerveau, puis que la dopamine, mais c'est ça qui cause la psychose. Puis je me souviens que cette personne-là, on l'a revue, entre autres, en entrevue, puis elle nous avait dit « c'est vraiment ça qui m'a marqué quand vous avez dit que le cannabis, ça peut avoir un impact sur ma psychose. » Donc, des fois, d'y aller avec d'autres moyens, avec des images, des vidéos, comme Julie vous a présenté, ça permet des fois d'accrocher certaines personnes un peu plus que d'autres. Maintenant, une dernière intervention qui a été développée qu'on veut vous présenter. C'est le guide post-événement et les interventions futures. Qu'est-ce que c'est le guide post-événement? C'est un outil qui vise à structurer l'intervention et à favoriser une discussion avec l'usager suite à une consommation. Donc, le but, c'est d'aider un petit peu à mieux comprendre c'est quoi les facteurs qui maintiennent la consommation chez la personne, puis d'aussi accroître sa motivation à changer son comportement. Donc, qu'est-ce que c'est plus concrètement? C'est une attitude d'ouverture, il n'y a pas de jugement dans le guide qui est développé. C'est vraiment pour aider à comprendre ce qui s'est passé. Donc, à quel besoin ça a répondu, de voir un petit peu c'est quoi l'ambivalence chez la personne avant et après la consommation de drogue, puis de travailler ce qu'on appelle la balance décisionnelle. C'est quoi les effets recherchés de la drogue, mais c'est quoi les effets indésirables d'un autre côté. Puis, dans une autre étape, c'est d'établir un plan de prévention de la rechute avec la personne. Puis la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle peut remplir une grille de réflexion. La grille de réflexion, le but, c'est d'amorcer une démarche sur la consommation de drogue. Puis encore là, la personne va remplir un peu les facteurs déclencheurs de sa consommation, c'est quoi les pistes de solution pour l'aider à s'en sortir dans ce contexte-là. Donc, le guide, c'est plus en processus d'implantation. C'est notre collègue, pour ceux qui le connaissent, Stéphane Gagnon, qui est conseiller clinique aux troubles psychotiques, qui l'a beaucoup développé. Ça a été présenté sur quelques unités de court terme aux troubles psychotiques. Pour l'instant, ce n'est pas utilisé par tout le monde encore. Il faut se l'approprier aussi, le guide. C'est beaucoup une façon de faire, des fois, qui est différente de ce qu'on est habitué. Pour ceux qui ont fait les formations d'entrevue motivationnelle, ici dans l'hôpital, d'ailleurs, on a l'occasion de pouvoir en faire. C'est une façon différente de poser les questions. Il ne faut pas juger la personne, il faut poser des questions ouvertes, essayer vraiment de comprendre les besoins. Donc, c'est de se l'approprier, le guide, puis ça contient à peu près 4-5 pages. Donc, c'est quand même intéressant pour discuter en individuel avec un usager là, suite à une consommation de drogue. Donc, c'est un outil de plus, dans le fond, qui peut être utilisé. Mais on n'a pas encore de résultats, par contre, à vous présenter pour cette intervention-là, vu qu'on est plus au processus préliminaire, on pourrait dire. À venir, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Comme Julie vous disait tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement de suivi une fois que le groupe est terminé, parce que nous, on n'est pas les intervenants de la personne qui a participé nécessairement. Donc, on se dit, est-ce qu'on fait une rencontre de suivi peut-être 6 mois après avoir terminé le groupe pour voir les gens sont où, c'est quoi leurs besoins pour le futur? On veut aussi impliquer un père aidant. Ça, c'est un projet pilote. Quelqu'un qui aurait aidé, qui aurait déjà fait le groupe, puis qui aurait diminué ou cessé sa consommation, qui pourrait animer avec nous le groupe. Donc, cette personne-là, dans le fond, ce qu'on pourrait faire, c'est de co-animer certains ateliers, comme les ateliers d'affiches qu'on vous a présentés tout à l'heure, co-animer des rencontres de suivi, peut-être chez les gens qui auraient fait le groupe de réflexion, aider au soutien pour mettre en place différents outils comme le guide post-événement. Cette personne-là pourrait aider à accompagner aussi, puis à faire des témoignages. On sait qu'un père aidant, une personne qui a vraiment passé par là, ça a souvent un très grand impact chez notre clientèle. Donc, c'est un projet pilote. Il y a des très fortes possibilités qu'avec la prochaine cohorte de groupe qu'on fait, on en a une qui commence à la mi-avril, qu'on ait un père aidant qui va nous aider là, dans l'animation du groupe. On pourra vous en reparler des résultats que ça a redonné pour la suite. Maintenant, le moment que vous attendiez tous. La présentation de la trousse d'animation sur la consommation. Donc, qu'est-ce que c'est la trousse? Qu'est-ce que ça contient? Je vais commencer par vous présenter ce que ça contient, puis après ça, Julie va vous montrer vraiment tous les éléments là, qui sont contenus dans notre fameuse trousse. La première chose, je vous ai parlé tout à l'heure de l'activité d'affiche, si vous vous souvenez. Donc, pour l'activité d'affiche, on a créé un guide d'utilisation pour les affiches pour animer l'atelier.
Peut-être qu'on peut le montrer, Julie, oui. le petit document. Donc, c'est un document d'à peu près 4-5 pages qu'on a créé. Puis, ça résume comment faire l'atelier. Donc, vraiment, tout est écrit dans ça pour l'animateur qui veut le faire. Par exemple, l'atelier dure combien de temps? À peu près 45 minutes. Quelles questions on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut imprimer? Où imprimer les affiches. En général, les affiches, on les fait imprimer chez Bureau en gros, par exemple. Puis même des fois, entre les unités, on s'épasse les affiches. Une fois qu'elles sont plastifiées, on peut les réutiliser. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut dire clé en main. La personne, elle a juste à lire le document, puis il y a toute l'information nécessaire pour animer. Puis, pour ce qui est d'animer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs professionnels qui l'ont fait, puis qui ont trouvé ça facile à faire comme activité. Donc, pour ce qui est des affiches, les affiches, on a eu les droits aussi d'auteur de l'usager qui les a fait. Donc, elles se retrouvent sur la clé USB. Les affiches, on en a 6, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la clé USB. Puis, il y a les affiches avec les slogans, comme on voit ici. Puis, on a mis aussi sur la clé USB les affiches sans slogan, parce que les gens aussi peuvent créer des nouvelles idées puis des nouvelles phrases qui peuvent amener une réflexion. Ce qu'on fait aussi des fois dans les affiches, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez vu qu'il y a des belles créations des autres participants. Donc, c'est arrivé aussi, entre autres, au 404, qu'on affiche ce que les gens avaient créé là, comme image. Donc, ça, c'est la première chose qui est à l'intérieur. La deuxième chose, on vous a parlé beaucoup du groupe de réflexion sur la consommation. En fait, on a différents outils qui ont été faits qu'on peut dire clés en main. Donc, tout est contenu à l'intérieur. On va prendre le temps de vous l'expliquer. On va vous expliquer d'abord le guide de l'intervenant. Donc, guide de l'intervenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est exactement. Bien, ça, c'est pour la personne qui veut animer le groupe de réflexion sur la consommation. Il y a toute l'information à l'intérieur. Entre autres, on a fait une introduction, une préface par M. Stéphane Potvin, chercheur ici dans l'hôpital et qui a une expertise en toxicomanie. Donc, pour la personne qui veut animer le groupe, elle peut lire l'introduction de 4-5 pages pour un peu se mettre en bouche le sujet. Donc, c'est quoi l'impact de la consommation de drogue sur le trouble psychotique? C'est quoi les hypothèses qui expliquent que les gens ont plus tendance à consommer? Quelques notions de base aussi au niveau pharmacothérapie et tout ça. Puis, ensuite de ça, dans le guide, la personne qui veut animer, elle a toute l'information pour chacune des séances. Vous pourrez venir voir tout à l'heure, là, je sais que vous êtes loin, c'est un petit peu petit pour vous, mais par exemple, disons que la personne est prête à animer le module 1, la séance 1. Bien, la séance 1, il y a les objectifs qui sont écrits dans le guide, comment accueillir la personne, puis on décrit tout ce qu'il faut faire. Donc, on décrit par exemple, si on veut présenter le vidéo qu'on vous a présenté tout à l'heure, on dit quel extrait vidéo présenter, quelle publicité montrer. Puis après ça, on dit quel questionnaire on peut faire avec les participants. Puis les questionnaires sont tous mis à la suite, dans le fond de la séance 1, par exemple. Donc, on ne peut pas s'y perdre dans le document. Puis on a aussi toute l'information pour les questions. On a des exemples de questions qu'on a posées avec les participants, qu'on sait que ça amène une bonne discussion. Donc, les questions sont écrites. Puis, dans les documents, il y a aussi souvent des aides-mémoires ou des trucs qu'on a mis. Parce que nous, comme Julie vous l'a dit, ça fait déjà quelques années qu'on fait le groupe. Donc, quand on sait que tel type d'intervention ou que telle question fonctionne bien avec la clientèle, on l'a écrit aussi dans le guide. Donc, le guide est fait ainsi de suite pour chacun des modules. Il y a toutes les descriptions séance par séance de comment animer. Puis, avant chacun des modules, il y a une petite section de théorie, comme une petite section sur... par exemple, le module 1, c'est motivationnel. Donc, pour les gens qui sont un petit peu moins à l'aise au niveau de l'entrevue motivationnelle et qu'est-ce que c'est, bien, il y a quelques notions qui sont mises. D'autres notions aussi qui sont mises pour le module 2, pour le module plus psychoéducatif et ainsi de suite. Là, vous vous dites peut-être, bon, il y a beaucoup de choses dans ça, puis on a parlé de pilules, hein, puis de mécanismes d'action. Vous dites, ouf, ça semble compliqué. Moi, je suis par exemple infirmier, je suis travailleur social ou peu importe votre profession, mais disons que ce n'est pas votre spécialité, ça. Bon, on s'est posé la question, nous aussi, parce qu'on veut que tous les professionnels soient capables de l'utiliser, le matériel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un gros exercice de relecture ensemble. Comme par exemple la section sur les habiletés sociales. C'est les ergothérapeutes qui l'ont développée. Bien, nous, les pharmaciennes, on l'a lu, cette section-là. Puis nous, on ne savait pas c'était quoi du modeling. On n'a pas été formés à ça. Donc là, on leur a dit, mais moi, je ne sais pas c'est quoi, je ne saurais pas comment animer. Modeling, ça ne me dit rien. Donc, en travaillant vraiment en interdisciplinarité, puis en consultant tous les professionnels de l'équipe, on a été capable de faire un matériel que tout le monde est capable d'animer. Même chose, nous, notre section pharmaco, quand il y avait des mots compliqués de médicaments ou tout ça, bien là, des fois, les psychologues ou les infirmiers nous ont dit, ah, moi, je trouve ça trop compliqué, mettez ça plus simple. Donc, on a fait un gros travail de relecture ensemble, ce qui fait que c'est compréhensible. Pour quelqu'un qui veut s'impliquer, c'est tout à fait facilement compréhensible. À la fin du document aussi, Julie vous a montré quelques annexes qu'on a mis dans le petit guide de l'intervenant. Il y a différentes annexes qui sont utiles, entre autres pour ce qui est du module des habiletés sociales. Il y a un résumé
de trucs que les participants peuvent utiliser, comme regarder la personne dans les yeux, avoir un ton affirmatif. On a aussi un résumé de l'impact des drogues qu'on a fait, puis différents documents qui peuvent vous être utiles aussi dans la section annexe. Donc ça, c'est le guide de l'intervenant. Puis, on vous avait dit aussi que quand on a fait les groupes, les participants voulaient avoir de l'information aussi. Ils nous demandaient souvent d'imprimer des documents papier pour avoir un résumé de l'impact des drogues, par exemple. Donc, on s'est dit, on va faire un cahier pour les participants du groupe qui est en vert ici. Donc, le cahier du participant, ça contient toute l'information du cahier de l'intervenant, mais c'est plus résumé. Donc, il y a des petites notions théoriques aussi pour chacun des modules. Mais les notions théoriques sont vraiment plus résumées, puis dans un vocabulaire qui est plus simple à comprendre. Puis les participants, ils ont aussi la description des séances, puis ils ont aussi les questionnaires avec eux. Donc, c'est aussi un outil qui est très coloré aussi, vous allez voir. Donc, ça les accroche beaucoup d'avoir le cahier. Puis une fois qu'ils ont terminé le groupe, ils peuvent le garder. Donc, ils ont quand même quelques notions écrites qu'ils peuvent conserver. Donc, ça, dans le kit, par exemple, on en a 8, des cahiers du participant, parce qu'en général, c'est des groupes de 6 à 8 qu'on recommande. Donc ça, c'est les 2 guides qui sont dans la trousse. L'autre guide qu'on a fait, c'est un guide d'animation des PowerPoint. C'est sûr que toutes les versions électroniques, les présentations PowerPoint sont sur la clé USB, mais on s'est dit aussi que ça pourrait être intéressant de les imprimer, les diapositives, avec différentes informations. Comme ça, quelqu'un qui voudrait l'utiliser sous format papier, bien, c'est possible aussi de le faire avec le guide de cette façon-là, qu'il y a toutes les séances, en fait, plus du module 2, donc au niveau plus informatif, psycho-éducatif. Il y a plusieurs choses dans la clé USB. Dans la clé USB, je vous ai déjà dit qu'on a les séances d'affiches, j'en reparlerai pas. On a le vidéo aussi que Julie vous a présenté tout à l'heure, le vidéo qui vient de la Suisse, différents chapitres qui sont numérotés, on en a à peu près, en tout le vidéo dure à peu près 30 minutes. On a aussi des illustrations qu'on utilise dans le module 1. Une des illustrations qui est vraiment intéressante, j'ai pas d'image avec moi, c'est une illustration du pote, et c'est quelqu'un, un pilote d'avion, qui va prendre un joint avant d'aller piloter son avion. Donc, après ça, on fait discuter les participants là-dessus. Les participants disent « Mais ça n'a pas de bon sens, il s'en va piloter un avion, il ne peut pas consommer du pot, ça se peut pas. » Donc là, on essaie un peu de travailler l'ambivalence, puis le fait pourquoi dans ce contexte-là, c'est pas acceptable, mais que dans d'autres contextes, la personne va conduire, disons que ça pourrait être acceptable pour eux. Donc, c'est une approche de plus qu'on utilise là, pour travailler la balance décisionnelle. On a aussi, je voulais mentionner, toutes les présentations PowerPoint du module 2 qui sont contenues dans la clé USB. Puis encore une fois, ils sont imprimés aussi. Puis, on a fait d'autres outils. On a fait un tableau des drogues de synthèse saisies au Canada. Je ne sais pas si c'est un tableau que vous connaissez. Ça a été élaboré par la GRC en 2009. La GRC, ils ont un laboratoire d'analyse à Longueuil. Puis, ils ont analysé quelques drogues et ce que ça contenait. C'est vraiment intéressant. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez venir voir à l'avant. Entre autres, ce qu'on remarque, c'est qu'une drogue qui a le même nom, disons Shelby Power, si elle a été saisie dans une telle région de Montréal ou sur la Rive-Sud, ça ne contiendra pas nécessairement la même chose. Puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans une drogue X, ça peut contenir plein de choses, en fait. Il y a une des drogues qui est saisie là-dessus qui s'appelle Transformers. Encore là, le nom est à la mode, hein, Transformers. Les jeunes aiment ça. On a aussi Puma, les Canadiens et tout. Mais quand on regarde la composition, c'est vraiment inquiétant. Entre autres, il y a une des drogues, je peux vous la lire. La Transformers qu'elle contient, MDMA, c'est de l'ecstasy. Des méthamphétamines, de la kétamine. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, la kétamine. Kétamine, c'est un analgésique, puis initialement, ça a été plus utilisé en médecine vétérinaire. Donc, c'est un médicament quand même qui est très fort. Maintenant, on a d'autres utilités en santé mentale, mais je ne rentrerai peut-être pas là-dedans. Mais bref, c'est une molécule qui est très, très puissante. On a de la caféine, de la diphénhydramine, du Benadryl dans cette pilule-là, de la lidocaïne et procaïne. Ça, c'est des anesthésiques pour geler la peau, pour enlever la douleur. Donc, tout ça, c'est dans une seule pilule. Donc, ça montre un exemple que ça peut contenir un peu n'importe quoi. Donc, nous, des fois, on l'utilise, ce tableau-là, on l'a distribué beaucoup aussi aux infirmiers. Vous l'avez peut-être vu sur différentes unités de court terme. Des fois, on le montre aux participants quand on parle du quiz, quand on parle de la fabrication des drogues, de ce que ça contient. Donc, des fois, ça peut être un outil de plus. Puis ça, encore une fois, on a eu les droits d'auteur pour utiliser ce tableau-là. On a aussi fait
un tableau des injectables à action prolongée. On ne vous en a pas parlé aujourd'hui, mais on a une petite section où on parle un peu plus de la psychose puis comment les médicaments antipsychotiques agissent. Puis on parle un peu de l'observance au traitement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui consomment, qui arrêtent les pilules par la bouche. Donc, ça nous amène un peu à parler des injectables. Des fois, chez cette clientèle-là, ça peut être une option vraiment intéressante pour favoriser l'observance. Donc, pour les gens qui sont intéressés, on a fait un résumé des injectables qui sont disponibles au Canada. Donc, voici ce que ça contient. L'image thématique. Donc, ici, bon trip, bad trip. L'image thématique, on y a pensé vraiment longtemps. Pourquoi on est arrivé avec cette image-là? En fait, on a ici en vert le bon trip. Hein, la personne qui fume son joint, qui a du plaisir, tout va bien, ça se passe bien. Puis vous voyez ici en mauve, il a l'air de se passer quelque chose, peut-être plus un bad trip, hein, quelque chose qui est moins agréable ou peut-être des hallucinations, on ne sait pas trop ce qui se passe à ce niveau-là. Le thème, on a beaucoup réfléchi au nom du groupe qu'on utiliserait. On a décidé d'y aller avec Bon Trip, Bad Trip. Je ne sais pas si vous connaissez le film Bon Cop, Bad Cop. On est allé un petit peu avec ce concept-là, parce qu'on vous le dit beaucoup dans le groupe, on veut travailler l'ambivalence, puis on ne veut pas trop juger les gens. Donc, on veut parler aussi de pourquoi les gens consomment des effets recherchés, donc du plaisir avec la consommation qui est le bon trip. Mais on va aussi parler du bad trip, des conséquences de la consommation. Donc, c'est pour ça que le concept est venu avec ce nom-là, puis en réfléchissant très, très fort, ça a été notre meilleure idée. Maintenant, qu'est-ce que ça contient, la trousse de départ? On a d'abord un sac ici. Donc, c'est un sac à bandoulière. En fait, c'est pour mettre tous les documents. Puis, dans le sac aussi, on a la clé USB qui est à l'intérieur. On a deux couleurs de sacs. On a les sacs orange et les sacs verts. Puis, on a tous les documents que je vous ai présentés ici à l'avant. Puis, dans le kit de départ, on a fait 8 cahiers du participant. Comme je vous l'ai dit, initialement, quand on commence un groupe, on prend 6 à 8 participants. Donc, la personne qui veut le kit, dans le fond, il y a tout ça à l'intérieur. Puis, par la suite, pour faire, par exemple, d'autres groupes, on peut se procurer d'autres guides du participant qui ne sont pas très, très chers. Puis, donc, tous les autres éléments, je vous les ai déjà décrits ici. Ici, c'est les petites images, encore une fois, thématiques que je vous ai présentées. Puis, ici, c'est les deux autres petits guides qui sont à l'avant. Donc là, vous vous dites comment on pourrait utiliser ça plus concrètement, le kit. En fait, il y a différentes façons, puis nous, c'est juste des idées qu'on vous montre ici. Après ça, les gens peuvent s'approprier le matériel. Bien, évidemment, pour faire l'activité de groupe. L'activité de groupe, dans l'hôpital, on en commence une bientôt ici. Je sais que de plus en plus, les unités des troubles psychotiques, pas mal toutes vont participer, puis il y a peut-être même des chances qu'on fasse un deuxième groupe avec les unités 308, 504. C'est encore à discuter. Mais on peut aussi l'utiliser, disons que c'est sûr que le groupe ici dans l'hôpital, pour vous le dire, on le fait 2 fois par année. Donc souvent c'est à l'automne puis à l'hiver, début du printemps qu'on le fait. Disons que c'est pendant une période qu'il n'y a pas de groupe, mais il y a certains éléments qui peuvent être utilisés en individuel aussi, comme par exemple les questionnaires, travailler la balance décisionnelle ou montrer certains extraits PowerPoint qui sont imprimés. Il y a certaines données qui peuvent être utilisées. Ou dans des activités régulières occasionnelles, par exemple les affiches, nous 404, ça fait je pense 2 ans maintenant qu'on le fait de façon régulière. Puis on intègre une fois de temps en temps le quiz quand on voit qu'il y a un petit peu plus de consommateurs. Le quiz, on l'a fait au 508 aussi, puis on avait une bonne réponse. Je me souviens, on l'avait fait un été. Pour l'enseignement aussi. Puis il y a des gens qui veulent l'adapter à différents milieux. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Puis, comme je vous disais, le but, c'est de sensibiliser à la consommation de drogue puis de restaurer l'espoir. C'est vraiment un concept qu'on essaie de faire le plus positif possible pour les gens qui participent, puis très coloré aussi pour quand même accrocher les gens à tout ça. Donc, pour commander, bien ici dans l'hôpital, c'est simple. Il y a le site Internet de l'hôpital, mais c'est vraiment pas sur l'Intranet. Il faut aller sur le site de l'Institut universitaire. Pour ceux qui sont intéressés, on a aussi des bons de commande qui sont à l'arrière. Puis c'est via le centre de documentation. Ou sinon, vous passez au pavillon Bédard, 2e étage. C'est pas plus compliqué que ça pour ce qui est de la commande. Jusqu'à maintenant, on a fait le lancement le 25 février. Puis on a eu de l'intérêt de plusieurs hôpitaux aussi. Donc c'est pour ça aussi initialement qu'on a décidé de faire la trousse, parce que tout le monde a un peu les mêmes problèmes, que ce soit dans des petits centres hospitaliers en région ou dans les gros centres comme ici. Puis on a des gens des régions qui ont commandé, on a des milieux plus communautaires aussi qui sont intéressés. J'ai su qu'on avait une commande d'un milieu correctionnel qui voulait avoir notre kit. Donc jusqu'à maintenant, on a quand même une bonne popularité là, de tout ça. Puis, de votre côté, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeunes, quand on avait des marguerites, on disait « il m'aime pas, il m'aime un peu, à la folie, passionnément ». Qui est intéressé par la trousse? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main? Ah, parfait!
Avant qu'on termine, j'ai quelques remerciements à faire vu qu'on est dans l'hôpital. Je vais probablement oublier des gens parce que là, je ne les ai pas ici. On vous a dit qu'on a travaillé avec une grande équipe multidisciplinaire. Je vous ai déjà nommé les gens qui ont été prêts. Mais on a aussi eu beaucoup d'aide de la part de Stéphane Gagnon, qui est conseiller ici aux troubles psychotiques. On a Ginette Comtois aussi qui nous a quittés pour la retraite, une conseillère en orientation qui nous a aidé beaucoup. On a Dr. Luc Nicole aussi qui a supporté le projet initialement, qui nous a beaucoup aidés. On a eu aussi des réviseurs scientifiques. On a Stéphane Potvin qui nous a aidés, des gens de Cormier-Lafontaine, Patricia Mainsel et André Joron. On a aussi Philippe Vincent qui nous a aidés. On a eu aussi le support de la Fondation, un financement sans restriction de Jensen, donc qui a permis d'avoir des beaux documents. C'est notre matériel qu'on a créé avec ça. Puis les gens des communications aussi nous ont donné une aide incroyable pour faire tout le matériel. Puis les gens du centre de documentation aussi nous ont aidés beaucoup pour les droits d'auteur. Donc je remercie tout le monde, puis merci de votre attention.